Bonjour Madame Touhani, Oui, bonjour. ça va, vous allez bien? Vous allez bien? Marhaba bik. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous voir. C'est partager le plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'excuse Ouais. pour le léger retard, mais c'était un retard technique. C'est pas grave, on est en train d'attendre les participants de toutes les façons, donc ça tombe bien. Voilà. C'est très bien. Vous allez bien? J'arrive à visualiser quand même pas mal de visages, les Glada habituels, ils sont Très bien. là. Je suis Ouais, ça fait ravie de voir nos étudiants aussi, nos doctorants. très bien, très bien. Ça fait plaisir. Le plaisir est partagé là. Je crois qu'on est au complet. Je pense qu'on peut démarrer. Oui, quand vous voulez. Très bien, très bien. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire intitulé Crowdfunding, levier d'encouragement de l'entrepreneuriat. Alors, c'est une visioconférence qui s'inscrit dans une série de webinaires organisés par le Centre régional d'investissement en collaboration avec ses partenaires afin d'échanger et de débattre sur des thématiques d'actualité en relation avec l'entrepreneuriat, l'investissement et le développement économique territorial en général. Alors, comme vous le savez tous, l'encouragement de l'entrepreneuriat constitue, il a toujours constitué un axe majeur dans toutes les politiques de développement du Maroc. Sur les dernières décennies, le Maroc, donc, il a entrepris un ensemble de réformes, il a lancé un ensemble de chantiers et d'infrastructures, il a initié des panoplies de mesures qui ont pour objectif justement d'améliorer l'environnement des affaires et de fluidifier les démarches d'investissement et de création d'entreprises. La finalité, bien entendu, est de garantir les ingrédients nécessaires pour améliorer et surtout renforcer la compétitivité de l'entreprise marocaine. Et c'est dans ce sens que le Maroc essaye de façon continue d'adapter son cadre réglementaire et institutionnel afin de permettre le développement des pratiques et des mécanismes favorables à la création, la croissance et surtout la pérennisation des entreprises. Alors, parmi ces mesures figure bien entendu la loi 15-18 qui constitue le cadre réglementaire pour le lancement et le développement des crowdfunding ou le financement collaboratif ou encore le financement par la foule. Alors, le crowdfunding est un mode de financement de projet qui permet de collecter des fonds, généralement de faibles montants, auprès d'un large public. Et c'est ce qui fait la particularité et en quelque sorte, si vous voulez, l'avantage et la force de ce mode de financement. C'est qu'elle permet le financement des projets tout en minimisant le risque pour l'épargne publique parce que la participation de chaque contributeur est généralement minime, mais puisque ça fait appel à un large public, donc ça permet quand même de mobiliser des fonds suffisamment importantes ou bien des sommes suffisamment importantes pour financer les projets des entrepreneurs. Et donc, c'est un mode de financement très adapté, surtout pour les jeunes entrepreneurs et pour les projets innovants qui ne bénéficient pas souvent de l'appui des financements classiques. Et donc, ça permet en définitive, donc, si vous voulez, de renforcer en quelque sorte l'inclusion financière, notamment des jeunes entrepreneurs et des startups. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de découvrir avec vous aujourd'hui, Inch'Allah, avec nos éminents conférenciers. Donc, nous allons essayer de répondre à un certain nombre de questions. Donc, c'est quoi le crowdfunding? C'est quoi le business model du crowdfunding? Quelles sont les étapes pour financer les projets par ce mode de financement? C'est quoi l'apport des sociétés et des plateformes de financement collaboratif? C'est quoi le coût pour l'entrepreneur qui fait appel au levée de fonds par le crowdfunding? Est-ce qu'il y a des risques? Ça revient toujours. Donc, est-ce qu'il y a des risques spécifiques pour les personnes qui veulent investir leur épargne dans des projets faisant appel au crowdfunding? Quelles sont les garanties et les garde-fous prévus par la réglementation pour la protection de l'épargne et donc l'instauration de la confiance entre les différentes parties prenantes parce que la confiance est un élément extrêmement important dans le crowdfunding et dans les affaires en général.
Et en définitive, donc, est-ce que le crowdfunding est vraiment une alternative pour les jeunes afin d'accéder plus facilement au financement de leur projet? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir avec nos conférenciers, que je remercie chaleureusement encore une fois pour le temps qu'ils ont consacré afin de partager avec nous leurs connaissances et leur expertise dans le domaine. Donc, je remercie Madame Wafa Kachi, fondatrice d'Africa Boost Station F, Madame Nadia Zidou, directrice générale de Green Wave et membre du pôle d'experts d'entrepreneuriat de Maroc PME, Madame Fatima Touhani, enseignante chercheuse à l'Université Sultan Moulay Slimane et coordinatrice de la filière métier de banque. C'est une filière qui s'intéresse principalement au financement des entreprises. Madame Fouaki Sara, chargée de la réglementation prudentielle à la direction de supervision bancaire à Banque Maghrib. Monsieur Elek Asma, fondateur et CEO de la plateforme Hafiz Mala. Et bien entendu, Madame Khadija Nahdir Idrissi, responsable de communication et relations publiques à AMSAIS, Moroccan Center for Innovation and Social Entrepreneurship. Madame Idrissi qui va bien entendu animer les travaux de ce webinaire. Alors, encore une fois, je remercie l'ensemble des participants et j'exprime mes gratitudes aux intervenants. Et je donne directement la parole à Madame Idrissi pour animer les travaux de ce panel. À vous, Madame Idrissi. Merci beaucoup, Monsieur Azmi. Je remercie aussi le CRI de Bnimla Khnifra pour cette invitation et pour le choix pertinent de la thématique. C'est une thématique dont on parle depuis au moins 5 ans déjà. Et donc, on réfléchit, on pose des questions par rapport à ce sujet, comment l'intégrer parmi les différentes offres de financement. J'aimerais peut-être parler un peu du MSIZE et de la plateforme de crowdfunding qui s'appelle Woulouj, woulouj.com, qui a été créée en 2016 et qui a été pour nous un vrai défi que nous avons choisi de relever, sachant que la réflexion au sein de MSIZE sur le sujet du crowdfunding a débuté depuis 2013. Donc, on est parti d'un concept, bien sûr, qui est lié à la levée de fonds, donc au crowdfunding, qui s'est avéré à l'époque illégal au Maroc. Mais nous avons essayé de nous adapter un petit peu pour faire une offre de pré-vente comme solution alternative qui sert les mêmes objectifs, en fait, et qui sont des objectifs de soutenir les entrepreneurs innovants marocains. Et depuis l'année dernière, en 2020, Woulouj est effectivement une vraie plateforme de crowdfunding et nous avons mené plusieurs campagnes pour divers projets et coopératives marocains. Et nous sommes heureux et fiers de réaliser en l'espace de 2 mois, en 2020, on avait mené une campagne de soutien aux entreprises et aux coopératives qui a réalisé plus de 460 000 dirhams de levée de fonds en l'espace de 2 mois. Donc, comme quoi, tout est possible et on peut aller beaucoup plus loin que ça. Bon, pour entamer déjà le webinaire, j'aimerais poser la question à Madame Nadia Zidou, qui pourrait nous présenter ou nous définir qu'est-ce que le crowdfunding, en fait. Donc, bonjour tout le monde, ravi d'être parmi vous. Ça fait plaisir de voir le webinaire à majorité femmes. Donc, je suis une fervente défenseur en fait, des femmes. Donc, bon, voilà, c'est Nadia Zidou. Je suis femme entrepreneur, fondatrice aussi et directrice générale du cabinet Green Wave. Et donc, avant juste peut-être de répondre à votre question, par rapport au crowdfunding qui a été déjà rappelé par M. Azmi, donc c'est effectivement le financement par la foule. Donc, c'est composé de 2 mots. Donc, c'est la foule, c'est la masse. Je voulais juste peut-être insister sur l'importance en fait du crowdfunding comme étant une solution de financement vraiment au service des entrepreneurs. On vient de voir que l'entrepreneuriat est un axe majeur dans le nouveau modèle de développement. Et là, justement, c'est quelque chose qui vient un petit peu consolider tous ces efforts. Les entrepreneurs, ils ont du mal en fait à accéder aux solutions de financement classiques qui sont sur le marché, à savoir le crédit essentiellement. Et donc souvent, on se retrouve en fait en train d'utiliser en fait nos propres fonds ou de demander de l'argent à nos amis, à nos proches pour nous aider à faire justement développer nos projets ou à faire valider nos prototypes. Sinon, si
les coopératives qui ont des produits déjà prêts, ils font de la pré-vente pour essayer de valider aussi leurs produits. Et ça, c'est en soi, en fait, une sorte de crowdfunding, mais que je qualifierais peut-être de basique et d'artisanal. Maintenant, avec justement la révolution d'Internet digital, donc on réussit quand même à toucher un maximum de personnes. On sort un petit peu de notre cercle d'amis, de famille, et on essaye un petit peu de toucher, comme je dis, le grand public pour qu'il nous aide, en fait, soit à travers de la vente, à travers de la subvention, à travers un investissement directement, à financer, en fait, ce projet. Donc, moi, personnellement, en tant que femme entrepreneur, je n'avais pas la possibilité de lever des fonds à travers le crowdfunding. Donc, je suis arrivée vers la famille. Et maintenant, heureusement, on a ces plateformes parce qu'on peut justement les utiliser pour subvenir aux besoins de prototypage essentiellement et de validation de nos modèles économiques. Donc, peut-être juste, je ne vais pas faire encore une fois la répétition du crowdfunding. Donc, c'est le financement par la foule. C'est tout le grand public en fait, qui a la possibilité de participer au financement de nos projets, des projets en fait, qui sont intéressants à travers des plateformes de financement collaboratif, ou ce que la loi a nommé de PFC, qui sont gérées par des sociétés de financement collaboratif, des SFC. Et donc, en fait, c'est à travers surtout des campagnes de communication que les gens en fait, arrivent à apprendre sur ces projets-là et à décider finalement s'ils vont contribuer au financement de ces projets ou pas. Donc, c'est un petit peu en fait ce que je peux dire. Je pense que les collègues parmi nous pourront aussi compléter un petit peu ma définition, je dirais, simple du crowdfunding. Merci beaucoup, Madame Zdo. En termes de cadre juridique au Maroc, est-ce que vous avez senti comment se présente en fait le cadre juridique au Maroc? Moi, je pense que selon la loi 15-18, donc, elle a effectivement permis de mettre en place un cadre propice pour la mise en place du crowdfunding. Elle permet surtout en fait, de préciser les responsabilités, les engagements et surtout en fait de garanties pour que le contributeur puisse surtout investir en toute tranquillité. Il permet aussi de minimiser le risque, que ce soit pour les sociétés de gestion ou pour les contributeurs, voire même pour les projets. Mais en tout cas, je pense qu'elle ramène vraiment un cadre de travail qui permettra d'opérationnaliser rapidement en fait, le crowdfunding. C'est vrai que les arrêter peut-être ou tout ce qui est en fait mis en application est toujours en cours de préparation. Mais au moins, on peut dire qu'au Maroc, on a un cadre un petit peu juridique et légal qui permet d'exercer le crowdfunding en toute transparence et surtout qui permet de positionner le crowdfunding sur la chaîne de valeur de financement dédiée à l'entrepreneuriat. Il n'est pas concurrentiel, mais il vient pour compléter quand même une place financière qui est qui se développe de plus en plus. Merci beaucoup. Je poserai la question aussi à Madame Salah Tafouati de Banque El Maghreb, qui va nous présenter en quelques minutes le texte de loi 15-18 pour qu'on puisse avoir une idée plus claire du texte de loi et savoir est-ce qu'il est déjà applicable ou pas. Et voilà, je vous donne la parole, Madame Tafouati. Merci. Je rejoins ce qu'a dit Madame Zdo par rapport à la mise en place en fait, de la loi, même le crowdfunding. Donc, je rappelle déjà que le contexte qui a un peu mené à l'élaboration de ce texte et en fait l'existence déjà de plateformes de crowdfunding qui n'est pas régulée. Il y a des plateformes déjà sur le marché qui fonctionnaient et tout. Donc, c'est en partie pour permettre de réguler cette activité, et aussi pour créer un cadre juridique qui va régir les activités de financement et qui s'inscrit en fait dans les efforts publics, des pouvoirs publics, pour renforcer l'inclusion financière des jeunes porteurs de projets, pour l'appui du développement économique et social et aussi pour la canalisation de l'épargne collective vers de nouvelles opportunités. Donc, cette loi, donc, je rappelle quand même que la loi, donc les discussions pour sortir cette loi avaient démarré très tôt. Donc, je me rappelle, je pense,
C'était en 2012. Donc, après moult échanges et discussions entre les différentes parties prenantes, donc la loi a vu le jour et elle a été publiée au bulletin officiel en date du 8 mars 2021. Donc, elle vise justement à définir un cadre juridique pour régir l'exercice des sociétés de financement collaboratif, donc des différentes formes de financement, notamment le prêt, le don et l'investissement. Donc, je rappelle à ce titre que les opérations de prêt et de don, elles relèvent des prérogatives de Banque Maghreb. Par contre, les opérations investissement, de catégorie investissement, pour leur part, relèvent de l'AMMC. Donc pour donner un aperçu global sur la loi, donc, elle prévoit la régulation des activités, des activités de financement, et elle revêt plusieurs aspects. Donc, notamment la gestion par les SFC des plateformes de financement, les modalités de leur fonctionnement. Elle dresse aussi les règles à respecter en matière de sélection et de vérification préalable des projets à financer. Donc, et comporte aussi, comme Madame Sto l'a mentionné, tout ce qui est mesures donc de sécurisation des transferts et de protection et de préservation des droits des contributeurs et de plafond en matière de levée de fonds. Donc, elle définit aussi tout ce qui est règles spécifiques à chaque catégorie d'opération de financement. Chaque opération a ses propres spécificités, ses propres modalités. Donc, je finirai sur ce volet par dire que cette loi a été faite par le MEFRA, mais en fait, les textes d'application vont en venir. Donc, ils ont été élaborés en collaboration avec l'AMMC et le MEFRA et Banque Maghreb. Voilà. Madame Idrissi, activez votre micro, s'il vous plaît. On ne vous entend pas. Okay. J'avais une question par rapport au rôle de Banque El Maghreb dans la régulation de l'activité, c'est-à-dire donc le texte de loi est sorti. Par la suite, comment intervient Banque El Maghreb dans ce processus? Donc déjà, donc comme j'ai déjà mentionné, donc il y a les textes d'application qui sont en cours d'élaboration. Donc on est vraiment au stade final. Donc la loi prévoit en fait 10 textes d'application pour la part de Banque El Maghreb. Et en fait, elle attribue en fait et le contrôle et l'agrément des sociétés de financement à Banque El Maghreb pour la partie dons et prêts. Donc du coup, Banque El Maghreb, si vous voulez, intervient à tous les maillons, en fait, au niveau de tout le processus et courant de toute la vie, la durée de vie de la société de financement collaboratif. Donc il va venir attribuer l'agrément en tout début en tout démarrage, en fait, en tout établissement de la société de financement collaboratif. Et il va continuer à contrôler, donc que ça soit via des reportings pour tout ce qui est contrôle interne, tout ce qui est reporting d'avancement du projet, reporting et communication à adresser aux contributeurs. Donc, c'est à travers ces 10 textes que Banque El Maghreb assurera un certain suivi et un certain contrôle des sociétés de financement collaboratif et par la suite la régulation de tout le marché pour ce qui est opération de dons et de prêts. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Je vais passer à Monsieur Eric Asmal, qui est le président de Happy Smala, une plateforme de financement collaboratif, qui j'aimerais bien qu'il nous parle un peu du rôle et du fonctionnement des plateformes collaboratives en général, et puis quels sont les services apportés par ces plateformes aux porteurs de projets. Et peut-être aussi nous parler, bien avant ça, de comment elle a été créée et quelles sont un peu les difficultés rencontrées pour la mise en place de cette plateforme.
Merci à toutes et à tous pour l'accueil. Grand plaisir de pouvoir échanger avec vous. Déjà pour démarrer une petite précision, donc Happy Smala, c'est la société mère. Donc dans le nouveau jargon mis en place par le texte de loi, nous sommes une société de finances collaborative qui a dans le passé lancé plusieurs plateformes. Donc notre histoire remonte à 2014. On a lancé Smalanco, qui était parmi les premières plateformes sur le marché marocain et d'ailleurs dans le marché MENA. Il n'y avait pas beaucoup d'activités dans la région MENA avant 2013-2014, qui était une plateforme de dons avec contrepartie. Pour de multiples raisons que je ne vais pas détailler tout de suite, on a choisi de fermer cette plateforme et de basculer plutôt vers le développement de Wuluj en collaboration. Wuluj, c'était à la base un joint venture entre Happy Smala et M16. Et puis, en parallèle, on est engagé dans plein d'activités autour de justement le développement de ce secteur d'activité qui comprend des études. On a d'ailleurs un baromètre de l'écosystème du crowdfunding qu'on a réalisé en 2014 et une nouvelle version qui va sortir d'ici peu. On était impliqué dans les groupes de travail qui ont commencé en 2012. Nous, on a rejoint en 2014 les groupes de travail qui ont éventuellement contribué à la rédaction du projet de loi. Et on a fait aussi du lobbying auprès de parlementaires et du conseil technique auprès des institutions pour donner un peu d'appui au développement du cadre réglementaire. Et en parallèle, on accompagne beaucoup de monde dans le montage et dans l'exécution de leur campagne. Et un petit peu aussi sur le montage de plateformes. Bref, donc ça, c'est petit topo un peu de notre activité. Pour expliquer un petit peu le basique donc, on a bien expliqué un petit peu comment fonctionne le crowdfunding au sens large. Mais pour vous donner un use case, c'est-à-dire vous êtes porteur ou porteuse de projet, que ce soit personnel, associatif, entrepreneurial, peu importe. Vous souhaitez lever des fonds, donc vous allez paramétrer votre campagne. Une partie importante, c'est justement de comprendre qu'est-ce que vous souhaitez financer, par qui, pourquoi. Une campagne de crowdfunding, ce n'est pas carte blanche. On est en train de financer un projet bien spécifique. Et plus le projet est spécifique, plus ça va être attirant à la cible. C'est-à-dire, quelle est la communauté que vous souhaitez mobiliser. Donc, il y a un travail justement de paramétrage de la campagne, de dire qu'est-ce qu'on veut financer et comment. Un choix de plateforme, donc des différentes modalités de crowdfunding qui sont à disposition. Les trois grandes catégories sont le don, le crédit et l'investissement, avec des déclinaisons à l'intérieur. Par exemple, Wuluj, qui est une plateforme de dons avec contrepartie ou de pré-vente. Donc, selon les typologies de financement, on va choisir une plateforme qui est adaptée. Il y a des cas où des plateformes font plusieurs typologies de crowdfunding, mais en général, on est sur du monotype. Parce que ce sont des segments de marché qui sont très particuliers. Ce n'est pas évident de dire que je gère du don, du crédit et de l'investissement tout en parallèle. En général, les sociétés et les plateformes se spécialisent. Donc, porteuse de projet a choisi le paramètre, a défini un budget, va choisir une plateforme, va monter toute une campagne de communication autour de ça. La campagne commence avant le lancement de la campagne sur la plateforme, parce qu'il faut quand même mobiliser votre communauté. Et les premières personnes qui vont contribuer à votre campagne seront des proches, ce qu'on appelle dans le jargon de Startup Friends, Family and Fools, donc les amis, la famille et les idiots, de mobiliser des gens pour pouvoir contribuer. Donc, dans un premier temps, ça sera des gens qui sont proches de vous, qui croyaient en vous en tant que porteur ou porteuse de projet. Il y a une deuxième couche qui seront les personnes qui sont proches des personnes qui vous ont déjà soutenu. Des gens qui disent je connais vos parents, vos collègues, etc. Et je vais soutenir ce projet parce que je fais confiance à eux. Et la troisième couche, qui est la couche la plus importante, c'est les gens qui vont découvrir ce projet à travers des différents canaux, y compris votre communication de masse, que ce soit sur les réseaux sociaux, à travers la crédibilité de la plateforme. Donc, les plateformes aussi se spécialisent par typologie de cible. Donc, on a des plateformes qui vont travailler uniquement sur des projets verts ou sur des projets à fort impact. Ou, par exemple, il y a une plateforme américaine qui cartonne en ce moment dans notre coin de la Terre, qui s'appelle LaunchGood, qui accompagne uniquement des porteurs de projets musulmans et des projets qui vont être développés dans le monde musulman. Donc, il y a des cibles particulières. Pendant tout ce processus, les gens vont contribuer de l'argent.
mais l'argent ne vous arrive pas directement en tant que porteur ou porteuse. Ça va être tenu dans un compte à part, un compte de holding, jusqu'à la fin de la campagne. Et selon les paramètres de la campagne, en général, on fixe un objectif, et selon la politique de la campagne, soit vous gardez tout l'argent que vous récoltez, peu importe si vous atteignez votre objectif, ou dans certains cas, et ça c'est plus, on va dire, c'est plus intéressant pour les backers, parce que quelqu'un a posé une question sur la gestion de risque, on revient dessus. Si vous n'atteignez pas votre objectif, tout l'argent est renvoyé aux gens qui vous ont soutenu. Ça, c'est justement une question de risque de dire si moi je veux financer par exemple la construction d'un immeuble, je veux construire une école et j'ai besoin de 200 000 dirhams pour le faire. Si j'arrive à lever 75 000 dirhams, qu'est-ce que je vais construire? Tandis que si la campagne est plutôt pour, je ne sais pas, quelque chose de plus petit ou quelque chose avec des unités, donc le lancement d'un nouveau produit innovant, c'est-à-dire un produit tech ou un produit de mode, etc., bah, même si je n'arrive pas à 200 000 dirhams, avec 75, je peux quand même lancer un début de ma nouvelle gamme. Donc, en cas d'échec, il y a une communication à faire et peut-être des leçons à tirer, de dire, bon, je n'ai pas réussi ma campagne, mais j'ai eu des informations super importantes sur le marché dans lequel je souhaite opérer, de dire, bon, peut-être je ne me suis pas bien positionné, ou mon produit est trop cher, ou pas assez cher, ou je n'ai pas bien communiqué, etc. Et en cas de réussite, bah, je récupère l'argent, donc la plateforme va faire une dernière étape de validation, va reverser l'argent vers vous, porteur de projet. Et puis, vous avez un suivi à faire pour, selon les modalités de la campagne, soit pour rembourser votre crédit, soit pour gérer vos nouveaux actionnaires dans une campagne d'investissement ou de renvoyer les contreparties dans une campagne de dons ou de prévente. Donc ça, c'est un parcours un peu type, très rapidement, de comment pourrait fonctionner une campagne de crowdfunding un peu standard. Et sur le terrain, dans la réalité, comment on arrive à mobiliser les particuliers, parce qu'il faut qu'il y ait des porteurs de projets et de l'autre côté des particuliers qui vont financer, qui vont aider dans cette levée de fonds. Donc, est-ce qu'il y a des difficultés? Quel est le comportement en général de ces particuliers pour compléter cette levée de fonds? Ok. Voilà, donc dans le jargon du crowdfunding, on appelle ça des backers, des supporters. Ça dépend de la typologie de campagne. Donc, quand on parle de dons ou de prévente, on a un comportement, donc on va dire, il y a une couche un peu globale qui est un certain niveau d'aise avec la technologie, parce qu'on est en train de faire des transactions de l'achat, de l'investissement en ligne. Donc, ça, il y a déjà un certain niveau d'aise, de dire moi, je suis à l'aise à faire des achats ou à faire des transactions financières en ligne. Il y a un gros travail de sensibilisation qui est en cours depuis des années par rapport à ça tout seul. Et par exemple, dans le contexte marocain, on a vu une belle croissance. L'un des effets secondaires positifs du Covid, c'était justement une augmentation d'achats en ligne, une augmentation dans le secteur du e-commerce, dans la banque mobile, la banque en ligne. Les gens deviennent de plus en plus à l'aise avec ça. Donc ça, c'est condition de base. Pour les campagnes de dons et de prévente, ça sera souvent une question d'affinité pour la thématique, pour le porteur ou la porteuse, ou pour l'objet, le projet qu'on souhaite financer. Donc, on a, par exemple, je peux vous donner un exemple très concret, pardon. Ça, c'est ce qui s'appelait à l'époque un Aldabag, où maintenant la marque s'appelle Mirati. C'est une marque marocaine qui fait des très beaux produits, des mallettes, etc. Ils ont lancé leur campagne de lancement sur Woulouch. Les gens qui ont soutenu cette campagne sont à la fois des personnes qui sont fans du Made in Morocco, des personnes qui soutenaient Youssef Hanem, qui est le porteur de cette initiative, et des gens qui voulaient tout simplement acheter une belle mallette à un prix intéressant. Donc, on a un peu un exemple concret de comment on pourrait découper un petit peu les comportements de ces personnes. Ça, c'est, on va dire, le plus simple, parce qu'on est sur une logique de don ou d'achat, qui est on va dire, un schéma psycho-économique que tout le monde comprend. Tout le monde a déjà fait du don et tout le monde a déjà acheté un produit ou un service.
Donc, ce n'est pas si loin de ce qu'on ferait en achetant sur Avito ou sur une autre plateforme en ligne ou en contribuant à n'importe quelle campagne de soutien à un projet associatif. Quand on bascule vers le crédit… Elle est assez particulière. La motivation du particulier ou le back-upper, comme vous avez dit, c'est que la motivation est différente et il y a une perception aussi différente de la manière de faire cet achat ou ce don. C'est ça. Bah, c'est pas si loin de comportement de base, mais on est sur des modalités spécifiques, justement. Quand on passe à du crédit ou de l'investissement, ça devient autre chose. Et en général, les gens qui vont soutenir ces campagnes sont dans une logique d'investisseur. C'est pas forcément monsieur, madame, tout le monde. Et on attend les circulaires pour savoir exactement comment ça se fait au Maroc. Mais dans d'autres pays, par exemple, les plateformes de crowd investing, d'equity, ne sont pas ouverts à n'importe qui. On doit être soit un investisseur accrédité ou avoir passé, enfin, il y a certains critères qui rentrent pour la protection à la fois des porteurs de projets, qu'ils n'aient pas des investisseurs qui viennent un peu de n'importe où, mais aussi pour protéger les backers qui comprennent dans quoi ils s'engagent en investissant dans une entreprise. Et pareil pour le crédit, moins de contraintes, c'est-à-dire que c'est plus accessible un peu à tout le monde, mais en général, c'est quelqu'un qui va réfléchir dans une logique d'investissement. Donc, peut-être avec une couche supplémentaire de « je veux soutenir des projets sur cette thématique ou de cette région », on voit ça beaucoup, donc des gens qui veulent soutenir des entreprises made in Morocco. Donc, je dis, au lieu de mettre mon argent dans un compte épargne ou dans un autre produit financier, je vais investir directement auprès d'une entreprise qui a besoin de ce crédit. Donc, fondamentalement, le comportement n'est pas si différent que les alternatives dans ces schémas, mais il y a une particularité autour du digital et une particularité autour de la perception de risque. Mais j'imagine qu'on va revenir sur le risque un petit peu plus tard. Exactement. Et pour rester aussi dans les use cases, merci beaucoup Eric pour ton intervention. Et je passe à Madame Wafa Kershi, qui est fondatrice d'Africa Boost, qui va nous parler d'un retour d'expérience de son aventure entrepreneuriale et des solutions et pistes de financement en France. Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Je suis là avec plaisir. Donc moi je suis Wafa Kershi, j'ai créé la société Africa Boost, qui est une plateforme, en gros c'est une entreprise qui veut aider au développement des coopératives en Afrique. Et ça va se matérialiser par la création d'une marketplace qui sera dédiée aux produits artisanaux africains. Donc avec un but, c'est vraiment de… Par exemple, au départ, avoir des créateurs africains ou de la diaspora africaine en Europe ou au Maroc, ou en Algérie ou en Afrique, qui vont mettre leurs produits sur notre marketplace. Et les profits en fait, qu'on aura générés à travers cette marketplace ira à l'accompagnement des coopératives. Donc, c'est vraiment une réinjection de l'argent en Afrique toujours. Et oui, effectivement, moi aussi, je vais un peu ramener mon expérience pratique et d'entrepreneuse en France, qui est qu'aujourd'hui, voilà, en France, on a plusieurs manières d'être financé en tant que start-up. Bon, on a les prêts bancaires de base. Ça, c'est compliqué à avoir, surtout voilà, quand on est en début d'entreprise, en début de création d'entreprise. C'est compliqué d'aller en banque et de prouver en fait l'intérêt qu'il y a. Voilà, c'est compliqué de se lancer vraiment. Après, comme l'a dit Monsieur Esmar, il y a la Love Money, donc il y a la famille qui est là et qui a envie qui croit au projet, qui a envie d'accompagner le projet. On a aussi les business angels, donc voilà, c'est les investisseurs qui décident d'investir des grandes sommes dans notre entreprise. À ce moment-là, il faut quand même avoir un dossier très solide. Et j'ai pas envie de parler mal, mais bon, sur les projets sociaux, c'est peut-être un peu compliqué parfois d'avoir des financements qui sont intéressants parce que au final, le profit, c'est pas non plus l'objectif premier, même si c'est important. Et pour les startups, l'idéal et ce qui marche très bien et en fait cet outil de financement qui est en plein boom chez nous, c'est depuis quelques années d'ailleurs, c'est le crowdfunding. Et ce qui est important, ce qui est cool, c'est que ça permet bien sûr de fédérer des personnes autour du projet, mais pas seulement. Aujourd'hui, en France, dans mes souvenirs, il existe à peu près une trentaine de plateformes de crowdfunding. Donc c'est la preuve que vraiment c'est quelque chose qui marche beaucoup. Et il y a des raisons pour ça, c'est parce que voilà, clairement,
les raisons pour lesquelles ça marche, c'est parce que en tant que startup, quand on va faire une campagne de crowdfunding, le plus intéressant, c'est, comme l'a dit M. Asmar encore une fois, de déconstruire en fait les campagnes de crowdfunding. Par exemple, moi aujourd'hui, je vais pas demander, je vais pas créer une campagne pour avoir 100 000 euros pour le développement de mon projet. Non, je vais plus créer une campagne pour dire voilà, pour créer ma première version de ma marketplace, j'ai besoin de 10 000 euros ou alors de 5 000 euros. Euh, et ça me permet en fait de réduire le risque de déjà de ne pas avoir de sous. Et ça me permet aussi d'obtenir, voilà, en fait, les gens sont plus aptes à payer 5 000 euros, en tout cas 100 que investir dans un projet de 200 000 euros, qui est compliqué en France aujourd'hui, surtout pour une startup. Donc la déconstruction, c'est très important. Et aussi, une des astuces qui est plutôt intéressante, c'est de bien communiquer dessus. C'est-à-dire que l'existence de la campagne de crowdfunding sur la plateforme, aujourd'hui, en tout cas en France, elle se suffit plus à elle-même, parce que il y a beaucoup de gens qui créent des campagnes de crowdfunding. Et donc, il y a vraiment une étape de communication de notre côté, nous, startups, dessus, donc dans notre entourage, mais aussi des campagnes voilà, de référence, d'advertising, pour en fait générer et attirer des gens sur cette campagne en particulier, pas sur la plateforme. Donc voilà, il y a pas mal de stratégies. Et un aspect qui est aussi intéressant, c'est d'aller chercher à l'international, c'est-à-dire de ne pas se réduire à, moi, dans mon cas, au français, c'est faire des pages en anglais ou autre, parce qu'il y a des gens à l'international qui sont très intéressés par nos projets, et ça représente clairement en fait une audience qui est beaucoup plus large, donc beaucoup plus de chances de générer des sous et de, de financer notre projet. Donc voilà, tant que en fait, on a une histoire, on a un storytelling à donner aux gens autour de la startup, il y a des bonnes raisons pour lesquelles, tant que vous arrivez à convaincre en fait, les gens en face de vous d'investir et vous leur donnez les raisons pourquoi, il n'y a aucune raison de ne pas fonctionner. Et donc voilà, clairement le crowdfunding, parce que M. Azmi a dit au début qu'à à la fin de la conférence, ce qui serait intéressant, ce serait savoir si c'est vraiment intéressant le crowdfunding et est-ce que ça a vraiment sa place. Il n'y a pas de meilleur exemple que s'inspirer et de voir en fait, les résultats dans un autre pays. Et clairement en France, voilà, par exemple, sur une plateforme comme Ulule, qui est une plateforme très connue en France de crowdfunding, on a à peu près 63% de, de taux de succès sur la plateforme pour les campagnes. Donc, c'est vraiment des chiffres qui sont immenses et ça donne de l'espoir, quoi, surtout pour le Maroc. Merci beaucoup, Wafa, merci bien. Merci beaucoup pour ton retour d'expérience. J'aimerais poser la question aussi à Madame Fatema Tourami, qui est enseignante-chercheuse en sciences économiques et gestion à l'université Sultan Moulay Slimane à Bni Mellal. Et c'est plutôt un focus sur l'entrepreneur pour savoir en quoi ce mode de financement est une alternative pour justement son inclusion financière et pour l'encouragement à l'entrepreneuriat. D'accord, merci beaucoup, chère présence. Je suis ravie d'être parmi vous. Alors, je me présente, ou comme l'avait dit Madame Khadija, je suis Fatima Touhami, enseignante-chercheuse en sciences économiques et gestion, Université Sultan Moulay Slimane Bni Mellal. Alors, quand même, ça reste un thème qui est très intéressant et qui a fait couler beaucoup d'encre, surtout dans le domaine financier et économique. Alors, à propos de la question que vous venez de me poser, si le crowdfunding serait-il une alternative pour le renforcement, si vous voulez, de l'inclusion financière des projets d'investissement, surtout des particuliers? Alors, bien évidemment, à travers les recherches que nous avons pu effectuer, alors tout d'abord, il faut comprendre la signification de l'inclusion financière, qu'on appelle en arabe plutôt al-idmaj al-mali, face au tamwil jamahiri. Ce sont des expressions un petit peu bizarres, mais quand même qui ont pu avoir leur place dans notre vie ordinaire. Alors, l'inclusion normalement financière, ce n'est que l'ensemble des dispositifs, comme vous savez tous, mis en place pour lutter contre l'exclusion bancaire et financière. Normalement, elle englobe toute une gamme de produits et services financiers et non financiers qui sont rendus accessibles aux populations plutôt pauvres. Alors, autrement dit, normalement, l'inclusion financière, elle définit la possibilité pour les individus et les entreprises d'accéder avec un coût le plus bas possible à toutes les gammes de produits et services financiers
qui sont utiles et adaptés à leurs besoins. Alors, en termes de crédit, en termes d'épargne, assurance et autres, qui peuvent être bien évidemment proposés par des prestataires fiables et responsables. Alors, donc, l'inclusion, dans ce sens, l'inclusion, elle doit normalement viser l'amélioration de revenus de certaines, on va dire, catégories de population. Elle doit aussi viser la correction de certaines imperfections sur certains marchés, ce qui va permettre en quelque sorte de réduire tout ce qu'on appelle inégalité de revenus ou encore remédier aux facteurs d'exclusion financière involontaire. Ceci à travers quoi? Normalement, à travers la mise en place d'un système coopératif que les institutions normalement de microfinance développent face surtout au risque d'anti-sélection ou d'aléa moral, ou encore de proposer plutôt une sorte d'offre qui doit être adaptée et une sorte de proximité. Et c'est ça, c'est un terme très intéressant parce que à travers les recherches, on va considérer que la proximité aussi, ça pourra être, on va dire, une arme à double tranchant. Parfois, ça pourra plutôt ne pas laisser l'autre à se lancer, vu que ça reste à distance, alors que dans l'autre sens, ça pourra être une chose qui est fiable, bien évidemment. Pour quelle raison? Parce que normalement, les institutions de microfinance sous contrainte de performance financière limitent leurs offres au microcrédit, bien évidemment. Alors, dans ce sens, pour pouvoir remédier aux imperfections, si vous voulez, de la microfinance, qui parfois pratiquent un taux d'intérêt assez élevé, ou parfois même trop élevé, ce qui va provoquer une sorte de distorsion. Cette distorsion entre logique sociale qu'on cherche à corriger et aussi les pratiques des institutions de la microfinance. Alors, ce qui rend bien évidemment la microfinance contre-productive en tant qu'instrument de la politique d'inclusion financière. Alors, tout à l'heure, les éminentes intervenantes et l'éminent intervenant, ils ont fait appel à une notion nouvelle, à savoir la levée de foule, ou plutôt la levée, pardon, des fonds, ou le financement par la foule, ou ce qu'on appelle aussi dans certains moments le financement participatif. Normalement, c'est comment faire appel à la foule pour récolter des fonds afin de pouvoir financer un projet. Alors, ça, c'est le crowdfunding qui reste quand même une notion qui a été développée, qu'elle est considérée comme étant une notion récente, mais quand même, il date du début des années 2000, c'est-à-dire à partir de 2006, où on a pu voir l'apparition de cette notion à partir, bien évidemment, c'est-à-dire au niveau des États-Unis d'Amérique, là où on a vu l'apparition de ce mode de financement. Alors, bien évidemment, le crowdfunding, il porte bien son nom puisqu'il repose sur la participation d'un grand nombre de personnes. Il reste quand même un outil puissant. Pour quelle raison? Parce que contrairement à la finance traditionnelle, il est accessible au plus grand nombre de personnes. C'est-à-dire que le cercle des investisseurs, là, il est élargi au-delà pour toucher toutes sortes d'investisseurs et ne pas se limiter aux investisseurs spécialisés. Alors, on pourra considérer comme étant le crowdfunding comme étant une alternative très intéressante. Pour quelle raison? Parce que quand même, on observe que les entrepreneurs ont de plus en plus mal à lever des fonds via les voies de financement traditionnelles. Pour quelle raison? Parce que parfois, il y a des taux trop élevés, il y a aussi le côté sélectif aussi, ce qui fait en sorte que dans le cadre du financement par la foule, là, l'investisseur il pourra choisir de manière libre dans quel projet il va s'investir ou quel projet qu'il juge le plus adéquat. Alors, contrairement au schéma classique où les gens, bien évidemment, ils peuvent déposer leur argent dans le cadre d'une institution financière telle que la banque sur un carnet d'épargne, par exemple. Alors, c'est la banque normalement qui prend la décision pour pouvoir faire des investissements ou pour réinvestir cet argent. Là où il estime bien évidemment le plus pertinent. Alors, côté crowdfunding, lui, il offre plutôt l'opportunité aux entrepreneurs de s'adresser directement aux investisseurs. Donc, c'est on va dire, c'est plus qu'un accès au financement, mais plutôt il y a un choix aussi qu'on pourra effectuer
suite aux options qui peuvent être offertes face à nous. Alors, il a plusieurs, on va dire, avantages, le crowdfunding, c'est-à-dire face à l'inclusion financière, du fait que on pourra évaluer facilement si le produit est accepté par le public. Et je reviens vers Madame Wafa, lorsqu'elle a parlé de parfois on a cette tendance à voir ou avoir une idée sur tel ou tel produit, à mettre en place des stratégies aussi. La raison pour laquelle que le crowdfunding maintenant il est considéré dans certains champs comme étant un vecteur du marketing, de la stratégie marketing que les entreprises peuvent mettre en place. Et ça c'est très intéressant. Donc aussi on pourra aussi créer des ambassadeurs de tel ou tel produit ou de tel ou tel service pour renforcer effectivement cette stratégie de bouche à oreille. Ou encore, on pourra favoriser la création d'emplois. Ça, c'est très intéressant. Ça pourra aussi, dans certains cas, lutter contre la discrimination ou l'injustice et l'exclusion sociale en ce qui concerne l'accord de crédit. Nous avons dit que dans le cas classique, alors parfois, on peut avoir des projets solides, mais à chaque fois qu'on est arrivé face au financement classique, on a cette tendance à être bloqué parce qu'on n'a pas les garanties nécessaires ou encore parce que le fonds demandé est énorme ou raison pour laquelle ça pourra bloquer un petit peu l'avancement du projet. Il faut savoir aussi que dans le cadre, si vous voulez, des lacunes que présente la microfinance, alors je parlerai des lacunes pour pouvoir dire pour quelles raisons l'inclusion financière ou pour quelles raisons le crowdfunding pourra être une alternative, bien évidemment, on va dire positive de l'inclusion financière. Alors il faut savoir que la microfinance, ou plutôt les lacunes de la microfinance en matière d'inclusion financière, elles sont principalement deux lacunes. Alors la première, ça consiste en la non-complémentarité entre un passif trop long en termes et un actif à court terme, chose qui pourra accentuer la contrainte de la performance financière. La deuxième lacune, consiste en l'éviction des crédits octroyés ou dirigés vers la consommation, ce qui pourra affaiblir la santé financière des personnes vulnérables et donc pourra affaiblir la performance financière. Alors, bien évidemment, ces deux lacunes peuvent être néfastes pour pouvoir accomplir la mission qui reste quand même des missions d'ordre social que la microfinance a été mise en place pour remédier, si vous voulez, à ces discriminations, à ces inégalités sociales. Alors, en tant que mode de financement, je dirais que le crowdfunding, il permettra de combler ces quelques lacunes ou ces lacunes principales de la microfinance. Comment? Alors, parce que d'un côté, on pourra recourir à ce qu'on appelle une sagesse collective. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une sorte de complémentarité entre tout ce qui est microcrédit et micro-épargne. Et ça, c'est très intéressant. Ce qui va nous permettre déjà la possibilité de financer des projets par des micro-participations, chose que la microfinance parfois ne le permet pas. Et aussi parce que le crowdfunding, il nous permet, par exemple, l'exploitation d'un large éventail d'expertise d'information, ce qui va nous permettre de gagner en termes de précision lors de la sélection, chose qui n'existe par exemple dans le cas traditionnel ou dans le financement traditionnel où on a ce problème de parfois de discrimination, oui, pour faire le choix ou pour la possibilité d'effectuer un choix entre tel et tel projet. Il permet aussi à recourir à cette sagesse collective de la foule via une évaluation collective de la valeur fondamentale qui, dans un long terme, ne fait ressortir aucune différence par rapport à celle des experts, ou encore par une sorte d'amélioration des risques diversifiables. Alors, je pourrais dire de manière générale que le crowdfunding, il pourra dépasser les mécanismes traditionnels des marchés financiers, surtout en matière d'allocation des ressources financières. Il permet de mobiliser l'épargne à une échelle beaucoup plus réduite,
à une échelle micro et bien évidemment l'orienter vers de nouveaux usages qui ont, on va dire, un taux de rentabilité sociale trop élevé par rapport à ce qui existe. Alors, je pense que le crowdfunding, il est largement exploré en tant qu'invention financière, mais aussi en tant que source de financement de l'innovation. Alors, ça pourra nous permettre là d'ouvrir un nouveau débat, peut-être futur, et dire comment peut-être le crowdfunding permet de financer une croissance économique inclusive qui permettra à ce que tout le monde en profite. Merci pour ces explications. J'ai une autre question, c'est par rapport au mécanisme. Le crowdfunding est nouveau au Maroc. Ouais. Les entreprises ne connaissent pas assez, les contributeurs non plus. Quels sont les mécanismes qui pourraient être mis en place pour justement peut-être avoir une idée, pour sensibiliser déjà? Comment faire cette sensibilisation et combien de temps ça pourrait prendre pour voir vraiment des startups financées par ce type de financement en fait? Alors, en ce qui concerne le temps, alors je pourrais peut-être poser la question à M. Eric, peut-être qu'il a une expérience. Quelle est la durée nécessaire pour mettre en place? Et pour pouvoir vous répondre, alors je vais plutôt commencer par une interrogation sur l'acceptabilité déjà de l'utilisation de ce nouveau mode de financement. Surtout, je parle des Marocains. Alors, pour pouvoir vous répondre, je vais vous donner quelque chose de concret et je vais me baser sur une pré-enquête qui a été réalisée l'année dernière par un groupe de mes étudiants pour pouvoir déjà connaître le degré de connaissance des gens de ce nouveau mode de financement. Et par conséquent, proposer certaines solutions pour pouvoir faire passer le message à ces personnes. Alors, c'est une pré-enquête, c'était léger, mais quand même qui nous a permis déjà de donner, on va dire, une fiche de route pour pouvoir tracer de nouvelles investigations dans ce sens. Alors, l'échantillon, c'était presque une centaine de personnes, entre fonctionnaires et étudiants. Alors, fonctionnaires, là, je parle de tout ce qui est public-privé, bien évidemment. Et étudiants, vous pouvez prendre toutes les tranches, c'est-à-dire toutes disciplines confondues. Alors, le plus étonnant, c'est que presque la moitié de l'échantillon, ils avaient connaissance. Et ça, c'était très intéressant. C'est-à-dire, ils avaient connaissance de la notion du crowdfunding, mais dans cette moitié, il y avait un quart qui avait l'information correcte, l'autre, quand même, ils avaient des notions qui sont floues. C'est-à-dire, ça nécessite une information assez détaillée pour leur permettre déjà de se positionner dans ce nouveau mode de financement qui pourra leur permettre de concrétiser leur idée de projet ou leur projet carrément. En plus de ça, lorsqu'on a développé cette pré-enquête, parce que quand même, c'était, comme je viens de le dire, c'était léger, alors à chaque fois, on avait un retour en termes de la légitimité et la légalité de pratique du crowdfunding au Maroc, et surtout sur l'existence de plateformes au Maroc. C'est-à-dire, c'était intéressant quand même, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est légal au Maroc? Est-ce qu'il y a des plateformes? Comment faire le choix entre ces différentes plateformes? Ça, ce sont les questions de retour que nous avons eues auprès de notre échantillon. Alors, selon ces réponses, on a pu plus ou moins proposer la nécessité de mettre en place, par exemple, d'un bureau de crowdfunding dans notre région. Alors, il faut savoir que c'est une enquête, c'est dans la région Bni Mellal, c'est-à-dire que c'était limité, bien évidemment. Alors, à travers les investigations, on a proposé la mise en place d'un bureau de crowdfunding qui va nous permettre d'assurer la proximité, surtout de l'information. Parce que par la suite, puisqu'on a développé beaucoup d'autres questions, alors il y a certains gens qui ne se sentent pas limités à la nécessité de mettre en place cette proximité d'information, mais ils ont demandé aussi à ce qu'ils soient accompagnés.
Mais ça aussi, c'est l'accompagnement des jeunes porteurs de projets en leur montrant les différents modes de financement, entre autres le crowdfunding, et pouvoir les accompagner pour pouvoir décrocher le financement et entamer leur projet. Alors, on s'est interrogé aussi sur l'intérêt, c'est-à-dire l'intérêt des gens envers ce type de financement. Est-ce qu'ils sont intéressés? Alors, toujours, on se retrouve avec une minorité qui désire s'investir ou désire se jeter à l'eau pour pouvoir tester ce nouveau mode. Pour quelle raison? Parce que certains, ils disent que c'est un mode quand même qui reste très, très nouveau. Mais le plus intéressant, c'est que 25% de cet échantillon disent que quand même ça reste un type de financement à tester. Pourquoi pas? Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, ils avaient cette envie de tester ce nouveau mode, c'est-à-dire, c'est apprendre ou à laisser. Ce sont des gens avec, on va dire, un esprit champeterien dont le risque... on dit qu'ils risquent rien, ne paient rien, mais ce sont des gens qui aiment risquer. Mais cela n'empêche, bien évidemment, que le reste se partage entre doutes et des intérêts. C'est-à-dire des doutes. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des investisseurs qui ne vous connaissent pas? Des intérêts parce que quand même, ils sont attachés culturellement. Et là, je souligne le mot culturel, aux habitudes que nous avons depuis X temps à propos des sources de financement, autofinancement, financement bancaire ou autre que ce nouveau mode dit crowdfunding. Alors, le pourquoi, c'est-à-dire pourquoi ce désintérêt? Alors, simplement parce que, comme je viens de le dire, parfois, ils n'ont pas l'information correcte. C'est-à-dire, l'information, il n'est pas trop claire. Ou encore parce qu'ils sont résistants. Et on sait que dans la théorie, par exemple, économique, on sait que l'être humain, il résiste toujours au changement. Il a cette tendance à résister. Ou encore à tester, à voir si son compagnon a pu réussir pour se lancer. C'est-à-dire, ça rentre, comme je viens de le dire, dans la culture, ou encore parfois ils disent, oui, tant qu'on n'a pas de projet concret entre les mains, on ne pense pas même au mode de financement. Il faut tout d'abord qu'on arrive déjà à concrétiser ou à ficeler dans nos têtes le projet qu'on cherche à réaliser. Alors pour cela, nous avons proposé dans ce cadre la mise en place d'une formation qui est dédiée aux personnes qui ont un peu de doute sur ce type de financement ou donner conseil, pourquoi pas les accompagner. Par exemple, aujourd'hui, on a mis le premier pas à travers cette rencontre. Et comme vous pouvez le constater parmi les invités, il y a pas mal d'étudiants. Alors, chose qui est intéressante dans ce sens où au moins on aura cet effet marketing viral via au moins la transmission de l'information de la bouche d'experts. Là, face à nous, des expériences réussies, des experts, que ce soit dans le domaine bancaire. Voilà, des retours d'expérience, des témoignages passés par les réseaux sociaux. Donc, tout ça, c'est des types de manières pour sensibiliser davantage de personnes, que ce soit des porteurs de projets ou des contributeurs. Exactement, parce que d'après les réponses recueillies, ils espèrent avoir, comme vous venez de le dire, des exemples réussis pour pouvoir les convaincre, surtout au niveau Maroc. Et bien évidemment, ça c'était grosso modo, on va dire, les principales remarques que nous avons pu avoir via cette pré-enquête qui nous a permis tout d'abord de faire un pas en avance pour creuser davantage et proposer de nouvelles choses dans le futur proche. Merci beaucoup, Madame Touhami. Merci pour ces éclaircissements. Je reviens à Monsieur Eric Asmar pour parler beaucoup plus des risques. Quels sont les risques, en fait, pour définir un peu les risques qui existent, autant pour les porteurs de projets que pour les contributeurs? Avec plaisir. Donc, merci. On a deux typologies, comme vous l'avez dit, on a deux grandes catégories de personnes qui subissent ce risque. On a les porteurs ou les porteuses de projets et on a les backers. On a
bien évidemment des risques d'ordre général quand on s'engage dans ces types de financement, c'est-à-dire qu'on n'est pas, il n'y a pas de fonds de garantie derrière. Il y a quelques plateformes qui ont expérimenté sur des typologies d'assurance. Par exemple, Kickstarter avait testé ça il y a quelques années, je ne sais pas où ils en sont, mais que la plateforme propose un moyen de dérisquer un petit peu la campagne. Mais de manière générale, on a donc côté porteur de projet, un certain nombre de risques liés au vol de propriété intellectuelle. Donc, l'idée, c'est que je mets en avant mon produit, mon service. Ça, c'est surtout c'est un petit peu le cas sur une campagne classique de dire, moi, j'ai un prototype, aidez-moi à le financer. Mais finalement, si vous allez le commercialiser, le risque, il est un peu similaire. Mais on a aussi une question de vol de propriété intellectuelle à travers ses actionnaires. Donc, si on fait une campagne de crowd equity, d'investissement, d'avoir des gens qui contribuent et qui arrivent à accéder à certains documents sensibles et qui vont partir avec. Ça peut se mitiger en général à travers des packs d'actionnaires qui sont bien ficelés. C'est-à-dire on a des mécanismes de protection de propriété intellectuelle qui sont déjà en place. Qu'ils soient défaillants ou pas, ça se discute, mais il y a des mécanismes en place qui sont liés à ça. On a un risque de surfinancement chez les porteurs de projets, qui est quand même important. C'est-à-dire, je me retrouve à avoir beaucoup trop d'argent et je ne suis pas capable de l'absorber. Ça se gère en général à travers les politiques des plateformes. C'est-à-dire, sur une campagne de dons ou de prévente, c'est pas le plus risqué. C'est-à-dire, bon, si j'ai besoin d'1 million et j'arrive à lever 2 millions, bah, tant mieux, on va faire plus de choses avec. Il y a éventuellement des problématiques qui sont liées à la livraison de la contrepartie. Donc, par exemple, si c'est une campagne de prévente et j'ai des bugs sur la chaîne d'approvisionnement par la suite, donc j'ai été paramétré pour 1 million de commandes, j'ai 2 millions de commandes. Bon, il y a des choses qui peuvent arriver, mais ça, en général, ça se gère à travers la communication. Par contre, dans le cas de crédit ou d'investissement, le risque est beaucoup plus grave. C'est-à-dire, il y a un risque de surendettement de l'entreprise qui peut faire couler l'entreprise et un risque de surdilution du capital. Mais dans ces cas, les campagnes de crédit et d'investissement sont très strictement paramétrées. En général, on ne peut pas dépasser le seuil, l'objectif déjà fixé sur ces campagnes. Et d'ailleurs, dans le texte de loi, c'est déjà intégré au niveau marocain. C'est-à-dire, si je demande de lever 1 million, dès que je reçois 1 million, je m'arrête. Parce que le risque est quand même important pour le porteur de projet de perdre le contrôle sur leur entreprise ou de surendetter leur entreprise. Côté backers, on a une autre vision des choses. On a un risque de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme, que je sais une préoccupation de beaucoup de régulateurs, mais dans les faits, c'est quand même un cas exceptionnellement rare. Il y a eu très, très peu de cas qu'on a vu de campagnes de crowdfunding qui finissent, à part des cas qui sont genre directs, c'est-à-dire on peut voir, il y a eu des campagnes de crowdfunding de Daesh. Mais dans ce cas, c'est Daesh qui s'affiche, donc c'est très facile de boucler la chose. Voilà, on les identifie, on ferme la campagne, c'est pas compliqué. Mais des cas qui sont plus complexes, par exemple de blanchiment d'argent, quand on regarde le mécanisme, c'est beaucoup plus complexe que d'autres formes de blanchiment d'argent. Enfin, sans faire trop de détails dessus, un cas classique de blanchiment d'argent, c'est j'ouvre un petit commerce, genre un hanout, un restaurant, je ne sais pas quoi, un petit commerce qui fait tourner beaucoup d'argent, beaucoup de cash. Et le cash que j'ai récupéré de manière malfaisante, je la fais tourner à travers le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et on ne surveille pas trop la gestion des stocks. Enfin, c'est compliqué de faire le suivi, de dire bah, vous avez vendu 20 plats, mais finalement, vous avez acheté la matière première pour 10 plats. Quand on fait ça à travers une campagne de crowdfunding, on doit passer par des moyens de paiement qui sont en ligne, qui sont sécurisés. C'est-à-dire ces moyens de paiement sont des cartes de crédit, des établissements bancaires, des établissements mobile monnaie qui ont leur propre contrôle réglementaire. Il y a une traçabilité. Voilà, il y a toute une traçabilité là-dessus, vers des comptes du porteur, de la porteuse de projet, qui est aussi dans un établissement, qui est déjà affiché. Et en général, il y a un minimum de ce qu'on appelle du KYC, Know Your Client, qui se fait auprès des porteurs avant de les permettre de lancer une campagne. Ils doivent au moins donner une carte nationale
et un compte bancaire, que pour des autorités est largement suffisant pour aller retrouver cette personne. Donc, pourquoi prendre le risque de lancer une campagne publique avec peut-être plein de faux comptes bancaires ou de wallets mobiles, etc., pour faire tourner de l'argent, quand tu peux le faire dans l'ombre avec du cash. Donc, voilà, pour boucler un petit peu ce sujet. Je pense le dernier, enfin, il y a 3 derniers sujets. Il y a une question de fraude et d'arnaque. De manière générale, c'est-à-dire c'est pas du blanchiment de l'argent, je sais pas quoi, mais je vais lancer une campagne et je vais disparaître dans la nature avec l'argent de la campagne. Je vais pas livrer ce que j'ai promis. Dans le cas de campagne de prévente et de dons, ça peut arriver. En général, pas de manière malfaisante, mais plutôt que l'entreprise qui a lancé la campagne n'arrive pas, pour X ou Y raison, à aboutir leur projet. Ça peut arriver, mais finalement, ça n'arrive pas aussi souvent qu'on pourrait imaginer. Et puis, sur des questions encore de crédit et d'investissement, ça, c'est très strictement contrôlé encore. C'est-à-dire, si je m'endette auprès d'une plateforme, j'ai un compte bancaire qui a reçu cet argent. Enfin, il y a tout un mécanisme qui est déjà en place pour poursuivre cette personne en justice. Et encore plus pour l'investissement. Donc, ces risques sont toujours présents et ils sont mitigés à la fois par des questions réglementaires qui sont déjà en place dans le cadre marocain. Ils sont quand même très, Banque Maghreb et compagnie sont très détaillés sur comment gérer ces mécanismes de gestion de fraude, mais aussi des mécanismes qui sont liés à la plateforme, donc la politique de la plateforme, de bien éduquer les parties prenantes. Et un facteur qui est moins bien étudié, et d'ailleurs, ça pourrait être objet d'un projet de doctorat si quelqu'un s'y intéresse, de la garantie sociale. C'est-à-dire, ce qui fait le succès du crowdfunding, c'est qu'on a une interaction sociale. On n'est pas en train de demander de l'argent à une institution sans face. On ne va pas. Donc, par exemple, sur le crédit, on a un taux de remboursement qui est beaucoup plus élevé sur les campagnes de crowdlending que sur un crédit classique ou un crédit microfinance. Parce que je ne suis pas en train d'emprunter de l'argent à Tijari, qui est genre une institution sans façade, ou à BNC ou je ne sais pas qui. Je suis en train d'emprunter de l'argent à Sarah, à Fatima, à Wafa, à Adil. Ce sont des personnes en face de moi, qui fait que le taux de remboursement est beaucoup plus élevé. Et pareil sur les autres typologies d'opérations. On emprunte, on prend de l'argent par qui fait que l'effet Chouma, si vous voulez, est quand même un facteur pas bien quantifié, mais très très présent, et un facteur important dans le succès et le dérisquage des campagnes de crowdfunding. Peut-être un dernier point rapide, on a des enjeux de réputation, bien évidemment, de tous les côtés. Donc, le porteur ou la porteuse de projet qui n'arrive pas à réussir sa campagne, peut-être va sentir un impact social ou professionnel. Et bien évidemment, les plateformes, en tant que gestionnaire de plateforme, je ne veux pas avoir 10 campagnes lancées et une campagne réussie. Donc, tu avais posé la question avant de l'accompagnement qui est proposé. Les nouvelles plateformes, les plateformes qui sont dans leurs premières années d'activité, vont faire un grand effort de sélection et d'accompagnement des projets pour pouvoir booster leurs statistiques. Dans un premier temps, la crédibilité de la plateforme est liée à la crédibilité des campagnes qui sont portées. Donc, on veut des superstars. Et à terme, après avoir une certaine masse critique, tu vois, Kickstarter, c'était personne à une époque. Mais ce qui a fait la réputation de Kickstarter, c'est le nombre de campagnes qui ont été bien réussies sur la plateforme. Et là, la situation s'inverse. Donc, il y a un travail préliminaire qui doit être fait par la plateforme. Donc, il y a une couche qui est plus réglementaire, qui met le cadre, mais il y a aussi le rôle de la plateforme pour connaître ces porteurs de projets et pour valider un peu leur campagne, en fait, pour savoir s'ils sont crédibles, pas crédibles, s'ils ont les capacités d'aller loin dans leur campagne et vérifier aussi leur crédibilité. Absolument. Et un dernier point qui est les autres acteurs financiers qui sont intégrés dans la boucle. Donc, les opérateurs de paiement qui ont leurs propres devoirs réglementaires, gestion de risque, etc. Et les établissements bancaires qui ont les comptes qui vont tenir l'argent qui sera récolté. Donc, tout le monde a son rôle à jouer pour assurer que les campagnes réussissent et qu'il y a le minimum de cas risqués qui se présentent. Merci beaucoup, Eric. Je viens de voir Madame Nadia Zdou qui a levé la main.
si on peut lui donner la parole. Oui. Tout à fait. Alors, je vous remercie je vous remercie en fait pour toutes ces interventions très intéressantes. Moi, j'aimerais bien revenir sur 2 ou 3 mots peut-être qui m'ont interpellée durant les différentes interventions. Donc, il y a la notion de confiance, la notion je dirais, est-ce que les gens sont prêts finalement à adhérer, est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils connaissent, est-ce qu'ils... En fait, moi, je voulais juste peut-être revenir au contexte. Le crowdfunding, ce n'est qu'une solution de financement, mais ça suppose qu'il y a déjà un contexte entrepreneurial qui permet justement à ces entrepreneurs, étudiants ou pas, ou de simples porteurs d'idées de projet, d'avoir quand même accès à l'information. Et c'est ce qui compte. Tout à l'heure, en fait, Madame a rappelé qu'il y avait un besoin aussi d'accompagnement. Ça rejoint un petit peu la notion de l'écosystème avec le programme d'accompagnement. Et là, peut-être, je lance un appel, peut-être pour le CRI et pour tout le monde. Je ne sais pas pourquoi on s'attarde un petit peu à développer des écosystèmes entrepreneuriaux régionaux. Et ça, je n'arrive pas encore à le comprendre parce que c'est des écosystèmes qui vont essayer de fédérer l'ensemble des acteurs locaux, qui permettront de partager l'information avec tout le monde et qui permettront aussi peut-être de créer, peut-être, pourquoi pas, des plateformes de crowdfunding régionales. Au lieu d'avoir une concurrence, parce qu'on sait très bien que le deal flow ne permet pas non plus, le deal flow de projet ne permet pas en fait de s'amuser, d'avoir une multitude de plateformes. Déjà la qualité de projet, bon, on sait qu'il y a quand même des réalités qui finissent par contraindre un petit peu le travail entrepreneurial, mais je voulais juste rappeler que le crowdfunding, c'est une des solutions qui viennent un petit peu au service de l'entrepreneur, comme ce que la CCG a fait à une certaine époque avec ses produits de financement, InnovIdea, InnovBoost et autres, comme ce que justement Intel Atra maintenant propose aussi avec les banques. Donc, la microfinance aussi pour les coopératives, Maroc PME avec le nouveau dispositif de start-up. Donc, il y a plusieurs en fait alternatives de financement et le crowdfunding finalement, il vient là pour compléter un puzzle. Donc, je voulais juste en fait, peut-être pour l'ensemble des participants, je voulais juste préciser que c'est une des solutions qui existent, mais la nécessité en fait, c'est d'accéder à l'information, c'est de faire ce travail de vulgarisation qui ne peut être fait que par un écosystème justement entrepreneurial local, très, je ne veux pas dire même pas performant, mais structuré, professionnel, qui permet d'accompagner ces gens, qui permet de leur donner en fait, et de leur fournir un petit peu la formation nécessaire. On sait tous qu'il y a plusieurs initiatives dans ce sens-là. Bon, heureusement ou malheureusement, bon, heureusement aussi pour tout le monde, mais j'espère qu'un jour on arrivera à créer des synergies entre l'ensemble et avoir un programme d'accompagnement avec au moins quelques notions de base qui doivent être standards, qui doivent être obligatoires, parce que c'est ce qui permettra aux gens justement d'avoir accès aussi à des success stories, de faire confiance aux acteurs au système et d'adhérer rapidement à des solutions. Un entrepreneur, il peut facilement en fait choisir entre le crowdfunding, la CCG ou autres solutions, du moment qu'ils comprennent un petit peu l'enjeu de tout un chacun. Mais ça suppose aussi qu'il y a des structures d'appui qui permettent de communiquer l'information et de détailler tout ça et de mettre aussi cet entrepreneur en confiance. Parce qu'au début, c'est beaucoup de risques, c'est beaucoup de peur. Il faut quitter peut-être son boulot ou pas. C'est une source de revenus aussi. C'est plusieurs questions en fait qui se posent. Donc, déjà, l'accompagnement psychique, je dirais, de l'entrepreneur est très important. Donc, qu'en est-il de cet accompagnement encore par la fois en fait qui va travailler sur le contenu du projet, sur l'accès au financement, sur le networking avec des business angels, avec des investisseurs potentiels de la région. Donc, à mon avis, en tout cas, je voulais juste en fait rappeler ce contexte pour dire peut-être à tout le monde, parce que ça m'interpellait en fait de savoir qu'il y a plusieurs étudiants parmi nous qui nous suivent, que voilà, les solutions, ils existent, mais après, donc, il faut quand même créer et pousser peut-être à créer quand même une sorte, je ne vais même pas citer incubateur ou accélérateur, mais un écosystème, après on l'appelle comme on veut, il y a des structures d'appui qui sont éparpillées, mais il faut qu'une initiative un petit peu arrive pour fédérer tout ce beau monde et essayer d'offrir quelque chose de consistant avec l'ensemble des informations. Moi, de mon côté, vous m'excusez, je dois me connecter à une autre réunion. Donc, c'était vraiment un plaisir de partager avec vous, de faire votre connaissance à vous tous. Donc, je vous dis, Inch'Allah, très bientôt, j'espère, dans le cadre d'autres activités. Et je remercie encore le CRI pour cette initiative. Je vous souhaite une... Merci beaucoup pour votre contribution. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Sto. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. C'est à moi. Au revoir à tous.
Moi, j'ai une question qui me vient en tête comme ça par rapport au recours à des juristes dans la démarche de crowdfunding, donc pour réussir sa campagne ou pour autre chose. Est-ce qu'il est nécessaire de passer d'être accompagné par des juristes pour ficeler un peu les contrats peut-être? Voilà, c'est une question ouverte. Si quelqu'un souhaite y répondre. Bah, je peux très rapidement. Ah, pardon, allez-y, madame. Allez-y, il n'y a pas de souci. Le gros du travail des juristes, ça se fait plutôt côté plateforme. C'est-à-dire, si la plateforme elle est bien ficelée, toutes les questions de termes, conditions, etc. sont déjà bien rodées. Et en particulier sur l'investissement et le crédit, là, il y aura des contrats types, bien évidemment, qui sont déjà préstructurés et qui vont ressembler à un autre contrat d'investissement ou un contrat de recevoir un crédit. Éventuellement, je dirais surtout sur l'investissement, ne jamais s'engager sur une levée de fonds sans parler avec des avocats. Ça, je dirais, peu importe, ne cédez pas des parts de votre entreprise sans discuter avec des avocats. Pour du crédit ou pour une campagne de pré-vente, pas forcément, mais ça peut avoir son utilité dans certains cas. Donc, je rajoute un petit élément. Déjà, donc, pour tout ce qui est conseil, donc la plateforme, enfin la société de financement collaboratif, donc à part sa mission principale qui est la gestion des plateformes de financement, donc elle a des missions connexes en fait. Donc, elle a des missions connexes. Allô? Oui, oui, oui. Donc, je ne sais pas si on m'entend. Oui, on vous entend. Oui. Alors, donc, je disais que, à part la mission principale de la société de financement collaboratif, qui est la gestion des plateformes, donc elle a des missions connexes définies par la loi et régulées par des arrêtés du ministère. Donc, ces missions connexes englobent, entre autres, tout ce qui est accompagnement et conseil, que ça soit, enfin, voilà, conseil aux porteurs. Donc, du coup, on peut se dire que la plateforme peut jouer le rôle de juriste si vous voulez. Donc, elle peut offrir tout ce qui est conseil, tout ce qui est conseil et accompagnement dans les différents aspects. Aussi, donc, au niveau des textes d'application attribués à Banque al-Maghreb, donc il y a des textes qui relèvent un peu de tout ce qui est modalité de contractualisation. Donc, il y a un texte qui définit toutes les modalités, les clauses minimales contractuelles que le contrat de financement collaboratif doit faire apparaître, en fait, dans ce souci de protection et d'accompagnement des porteurs et des contributeurs. Donc, ce sont ces aspects un peu qui sont prévus par la loi pour ce volet de conseils comme vous venez de dire. D'accord. Donc, ce n'est pas vraiment nécessaire. Tout est ficelé, en fait, finalement. En fait, ça reste à expérimenter, en fait. On verra le marché marocain, comment il va réagir donc, par rapport à ce mode de financement, par rapport à ce dispositif de régulation qui va être en place. Donc, il reste à expérimenter, à avoir en fait le retour réel après la mise en place des textes. Super. Merci beaucoup, Madame Fouaki. Si vous permettez, je peux intervenir? Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Oui, sûr. Juste, je vais rebondir sur 2 points. Le premier qui a été présenté par Madame Nadia avant qu'elle nous quitte et le second par Madame Sena, je pense. Sarah, pardon. Alors, le premier, c'est justement, c'est l'expérience qui va nous permettre, si vous voulez, de s'avancer ou parfois de corriger ce qui pourrait être corrigé ou de réorienter carrément notre itinéraire vers d'autres choses nouvelles.
Parce que normalement, on doit absolument avant, tout d'abord, on met en place certaines esquisses en termes de loi, etc. Mais il faut absolument qu'il y ait une sorte d'adaptabilité avec le contexte, on va dire, environnemental, économique, social, culturel aussi de notre pays. Et ça, c'est très intéressant. Parfois, on a cette tendance à voir ce qui se passe à l'extérieur, mais on a tendance aussi à tisser ou à, si vous voulez, alors je ne vais pas dire transformer, mais essayer en quelque sorte de mettre en place une chose qui nous permet cette symétrie avec notre système tout entier. Parce que quand même, il y a de larges différences entre ce qui se passe à l'intérieur du Maroc et avec ce qui se passe à l'extérieur. Donc, j'approuve ce que Madame Sarah avait dit, et que c'est l'expérience qui va nous permettre de prendre une décision définitive par la suite. Le deuxième point, c'est tout à l'heure, Madame Nadia, il a parlé de la nécessité de mettre un écosystème entrepreneurial régional. Ça, c'est très intéressant. Et bien évidemment, je dirais que l'université, de manière générale, reste quand même un terrain fertile qui va nous permettre déjà de se lancer. Le problème qui se pose, c'est que parfois la chose existe, mais la faire connaître via un simple message, c'est ce qui nous fait en sorte de perdre beaucoup de choses. Alors, il faut absolument qu'à chaque fois, faire en sorte que l'information soit transmise. Oh, vous avez parlé tout à l'heure de la communication, je pense, Madame Wafa. Oui, il faut communiquer, savoir ce qu'il faut dire, comment le dire aussi. Alors, la confiance, tout à l'heure, elle a parlé, Madame Sana, de la confiance. Certes, on fait confiance à notre entourage qui va nous permettre de s'investir ou de se lancer dans certains projets. Et ça joint un autre terme, c'est la proximité aussi. Parfois, on a tendance à se lancer dans des choses qui nécessitent cette proximité entre, on va dire, personnes qui s'engagent, ou investisseurs parfois, et entrepreneurs. Alors, la confiance, lorsque j'ai parlé de la confiance, c'est vrai que nous avons un entourage qui nous permet, c'est vrai, d'avoir une, on va dire, c'est parce qu'on vous fait confiance que je vais me lancer avec vous dans un investissement. Et lorsque j'ai évoqué le terme confiance, c'est surtout en termes de réussite du projet lui-même. Ça veut dire que les gens font beaucoup plus confiance aux projets qui sont déjà réussis. Est-ce que vous comprenez mon idée? Parfois, on a cette tendance à calquer. Et si ça réussit pour cette personne, ça va réussir pour moi, chose qui n'est pas automatique, bien évidemment. Mais quand même, c'est une chose qui fait en sorte que le côté psychique on va dire, du porteur de projet est plus ou moins apaisé, sinon ça lui donne envie, lui aussi, de tenter sa chance puisque le marché il a accepté tel ou tel projet. Et merci. Merci à vous. Merci à vous. J'ai une autre question, c'est par rapport au type d'entreprise ou de projets qui sont attirés par ce mode de financement. Et c'est juste pour information, pour un peu mettre tout le monde sur le même niveau, c'est que on parle de projets, mais est-ce que c'est niveau prototype, comme avait mentionné Eric tout à l'heure? Donc, quelles sont les étapes de cette entreprise ou de cette start-up qui lui permettent d'avoir recours à ce type de financement? Et voilà, le type et le stade d'avancement, voilà, en général. Que ce soit le secteur aussi à évoquer. Donc, si quelqu'un peut y répondre. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Ah, je peux y aller rapidement. Donc, un point primordial quand on parle de campagne de pré-vente, c'est qu'on est axé sur du B2C. C'est-à-dire, les backers sont les futurs clients de l'entreprise. Donc, on va paramétrer des projets qui visent plutôt le grand public et pas forcément des projets qui visent des entreprises. Il y a des exceptions, mais je parle de manière générale. On est sur du B2C. Après, pour les autres typologies, ça n'a pas
forcément d'importance. Sur les secteurs d'activité, on est un peu tous secteurs confondus. Je peux dire au Maroc et dans la région MENA au sens large, il y a plus, on va dire, un taux de succès plus élevé pour des projets culturels, des projets de genre de mode, de déco, de livres, d'art, on a vu pas mal de sport et de culture, genre l'organisation d'événements ou la participation. Il y a tout un sorte de sous-segment de genre campagne pour financer la participation à des rallyes ou des événements sportifs, des choses comme ça. Donc, ces typologies de projets, on va dire, sont plus résonnants en ce moment. Et aussi des projets verts. Donc, quand on a une tenue qui est impact social ou impact écologique, ces typologies de campagnes ont tendance à avoir plus de réussite dans le contexte local. Pas forcément le cas ailleurs. Et puis finalement, en termes de stade d'avancement, en général, on a besoin d'un minimum un prototype. Peut-être des projets artistiques. Donc, on voit par exemple des projets de films ou d'albums musicaux qui sont financés à travers le crowdfunding avec un petit segment d'une, 2 minutes. Donc ça, on peut dire que c'est un premier prototype, mais on est plus en phase idée. Sinon, en général, il faut avoir une preuve des réalisations concrètes avant de lancer sa campagne. Pour l'après-vente, moins de réalisations nécessaires. Peut-être un prototype que vous voulez faire passer en mode industriel. Donc, je veux dire, moi, je l'ai fabriqué en mode artisanal. Ou peut-être, j'aimerais bien entendre le retour de Mme Karchi là-dessus, où elle et son équipe en étaient là-dessus. Mais voilà, j'ai quelque chose de concret, peut-être artisanal, et je veux le porter à échelle. Donc peut-être sur une plateforme, j'ai un groupe Facebook ou un mini-site qui a déjà un peu une base d'utilisateurs, et là, je veux partir plus loin. Pour tout ce qui est crédit et investissement, en général, on voit des projets qui sont beaucoup plus avancés, qui ont déjà quelques années d'activité, qui ont déjà des réalisations. Encore, il y a toujours des exceptions, mais en général, ce sont des projets qui sont plus matures. Et l'innovation dans tout ça? L'innovation, ça dépend de la plateforme. Ça dépend vraiment de la plateforme. Il y en a qui sont très axés innovation et d'autres qui sont beaucoup plus basiques. Par exemple, on a des plateformes de crowdlending qui financent des TPE classiques. D'ailleurs, pour revenir sur la question de la microfinance, les plus grandes plateformes de microfinance dans le monde s'appelle Kiva. C'est une plateforme américaine qui fait du crowdfunding pour financer des microcrédits. Donc, monsieur, madame, tout le monde peut financer plein de campagnes à donner quelques dollars. Et les personnes qui vont recevoir ça, c'est Myriam et Simo qui montent à Moulhanout, qui sont bouchers, qui sont des micro-entreprises ou des projets générateurs de revenus. Donc, il y a un beau chevauchement entre les deux. Et la plateforme fait le travail de récolter des fonds d'un peu partout dans le monde pour financer finalement des micro-projets locaux. Donc, il y a des plateformes qui sont spécialisées dans certaines typologies de projets. Pas forcément innovants, pas forcément avancés. Ça peut être des plateformes qui financent de la TPE classique. Enfin, le tissu économique qui soutient tout le monde, quoi. Le 95% des entreprises. Qui est adoptée par les plateformes et c'est elles qui orientent finalement les projets qu'ils reçoivent. Voilà. Alors, bon. Oui. Allez-y, madame. Permettez-moi juste de rajouter par rapport à cette question d'éligibilité des projets. Donc, il n'y a pas de règles, mais plutôt, il y aura plutôt des plafonds à observer qui seront fixés par la loi, pour les dons, pour les prêts et pour les investissements. Donc, c'est la seule, en fait, si on veut dire, c'est la seule règle à observer côté éligibilité. Mais sinon, c'est ouvert à l'économique, à l'artistique, à l'innovation. Donc, c'est un peu élargi. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Là, on va prendre les questions des participants. J'ai ici une question. Si vous permettez, j'ai 2 petites questions. J'aimerais profiter de la présence de nos conférenciers pour poser ces 2 questions parce qu'elles reviennent toujours. Donc, par exemple, en tant qu'Obaka, j'ai investi de l'argent dans un projet. Est-ce que j'aurai droit à des jetons en contrepartie de mon apport que je pourrais céder ou échanger ultérieurement, le cas échéant, si je veux me retirer du projet?
Et puis, des côtés des porteurs de projets, d'investisseurs, donc, quels sont les frais que je vais supporter en faisant appel à une plateforme de financement collaboratif? Alors, j'aimerais juste profiter de l'occasion parce que ce sont des questions qui reviennent toujours. Si l'un des intervenants pourra apporter des réponses. Ben, peut-être Madame Sarah peut nous éclaircir dans la mesure du possible de comment ça va se dérouler au Maroc. Ben, en fait, si j'ai bien compris, on parle d'opération d'investissement. Donc ça ne relève pas du périmètre de Banque El Maghreb. Donc, c'est les prêts et les dons. Donc, je ne saurais pas vous répondre par rapport à cette question. Donc, ça relève des prérogatives de l'AMMC. Donc, c'est eux qui ont traité la question, enfin, toute la question equity à leur niveau. Mais peut-être une question complémentaire sur le côté prêt. Est-ce que vous envisagez un dispositif pour le transfert du crédit? C'est-à-dire, moi, j'ai soutenu une campagne et moi, j'ai des parts dans un crédit. Est-ce qu'il y a des modalités pour que je puisse vendre, entre guillemets, mes parts dans le crédit à quelqu'un d'autre? Pour le moment, sauf erreur de ma part, pour le moment, on n'aborde pas cette question au niveau des textes. Donc, Okay. de toute façon, ces textes vont être émis et ils feront l'objet certainement d'amendements et d'évolutions. Donc, sur le cadre donc réglementairement parlant, ils feront l'objet d'évolutions fonction de la réaction du marché et fonction de la réaction des plateformes et de tous les intervenants. Donc, du coup, c'est à voir au futur. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. On va prendre peut-être les questions des participants. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous pouvez les poser. Vous écrivez juste sur la conversation de la réunion. Et donc, j'ai ici une question de Mokhtar Mohamed. Merci aux organisateurs, merci aux panélistes. Une question directe à M. Eric. D'après vos expériences, est-ce qu'il y a des success stories ou des projets liés au green business ont réussi à avoir des financements par ce type d'outils, à savoir le crowdfunding? Merci. Le green... Bah, green business, c'est assez large, on va dire. On a beaucoup de cas de succès. Je peux parler peut-être rapidement. Et encore, je pense que Mme Kelchi a des choses à raconter. Il faudrait qu'on entende un peu plus de son expérience personnelle là-dessus. Mais je peux parler rapidement d'une campagne qui a été montée par une entreprise maroco-américaine qui, maintenant, je pense qu'ils sont sous le nom de Fenic. Avant, ils s'appelaient Evaptainers. Ils font un système de réfrigération sans électricité en utilisant des tissus smart, genre vraiment de la matière hyper haute technologie, qui à la base est conçue pour le milieu rural dans des cadres comme le Maroc, pour ne pas perdre donc des gens qui n'ont pas accès à l'électricité, pour que la nourriture ne se perde pas. Ça tourne au Maroc. Ils ont une activité intéressante et ils sont en train, je ne suis pas sûr exactement où ils en sont sur leur expansion, mais en parallèle, pour financer une partie de cette activité, ils ont vendu en pré-vente sur une plateforme américaine le même produit, mais à on va dire, des bobos qui aiment faire du camping. Donc, exactement le même produit, avec des cas d'usage différents. Donc là, ils vivaient une certaine catégorie de la population américaine qui aime bien aller faire leur week-end en rando et qui voulait une solution écolo alternative à une glacière pour garder leur nourriture avec eux quand ils se déplacent. Et avec ça, ils peuvent financer la sécurité alimentaire dans des régions éloignées du Maroc. Merci. Donc, il y a des cas vraiment sympas qui peuvent se faire dans ce sens. Aussi, voilà, viser au-delà du marché local. La beauté de ces plateformes, de ce dispositif, c'est que vous pouvez tirer des financements de tous les coins de la planète. Vous n'êtes pas tenu à rester dans votre petit périmètre géographique. Et si je peux rajouter quelque chose par rapport au green business et en fait l'impact et la réussite du green business dans le cas de la France, mais je pense que ça s'appliquera aussi au Maroc, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tous les startups qui veulent, ou alors entreprises qui sont dans le green, dans l'écologie, dans l'éthique,
ou dans le social et qui veulent en fait lancer des campagnes crowdfunding, généralement, c'est celles qui génèrent le plus d'argent. Pour plusieurs raisons, parce que, en France en tout cas, parce que clairement, les habitudes de consommation, elles ont évolué, elles changent. Aujourd'hui, un consommateur, il a d'autres envies, il a d'autres besoins et l'écologie, c'est au cœur en fait de son, généralement, au cœur de son, des problématiques actuelles et ils se sentent très très concernés par ça. Donc en France, en tout cas, clairement, les green business, c'est ceux qui marchent le mieux et qui arrivent à lever le plus de fonds. Donc il y a vraiment un potentiel. Merci beaucoup. J'ai une question aussi de la part de Atman Touabit. Donc il dit: je tiens à remercier tous les intervenants pour leur brillante intervention et je remercie également tous les participants. Ma question est la suivante. En tant qu'investisseur particulier qui ne dispose pas de la personnalité morale et suite à un appel à fonds émis par une société de financement collaboratif, est-ce que j'aurai droit à une participation dans le capital de la société ou ce sera uniquement une contribution à titre gracieux? Bah, si c'est une plateforme d'investissement, vous achetez des parts. Donc, enfin, on verra les spécificités qui seront mises en place par la MMC. Dans certains pays, c'est investisseur accrédité, qui n'est pas forcément une personne morale. Il y a des personnes physiques qui ont un statut. Ou parfois, il y aura d'autres types de statuts d'entre-deux, preuve d'avoir un certain capital, de l'argent à disposition ou d'avoir suivi. Il y a souvent des sortes de modules e-learning avec des contrats à signer, de dire je comprends sur quoi je m'engage, je comprends le risque que je prends en investissant, comme n'importe quel autre type d'investissement. Mais non, c'est-à-dire si vous contribuez à une campagne de crowd equity, de crowd investing, vous allez récupérer des parts. Ça, c'est l'intérêt. Merci. Alors, une dernière question, c'est Hicham Ketatni. Depuis l'arrivée de ce mode de financement au Maroc, est-ce qu'il y a des statistiques sur la réussite de ce mode et le nombre de projets financés à travers le crowdfunding? Je pense que ça pourrait être une question adressée à Madame Touhami. D'accord. Alors, en ce qui concerne les statistiques sur ce mode de financement au Maroc, alors je peux pas. Réussite, en fait, c'est surtout des statistiques de réussite. Oui. En fait, j'ai pas d'idée à propos des statistiques par rapport à ce qui a pu se réussir au niveau Maroc. En fait, j'ai pas de chiffres exacts. C'est encore nouveau en plus, donc on ne peut pas encore émettre de statistiques à ce niveau-là. Non, normalement, vu que parce que cette question, lorsque je l'ai lue, il y a une autre question qui m'est venue à la tête, c'est que est-ce que en tant que Marocain, on a le droit déjà de s'inscrire à n'importe quelle plateforme, que ce soit marocaine ou internationale, pour pouvoir financer notre projet? D'accord. Alors, si c'est le cas, est-ce que le projet qui est réussi, est-ce qu'il est compté pour le Maroc ou est-ce qu'il est compté pour l'étranger? Alors, je me pose la question, raison pour laquelle avoir des statistiques vraiment sûres, alors j'ai pas d'idée là-dessus. Peut-être que ce sont des choses qui vont apparaître dans le futur proche. Voilà. Très bien. Je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. Bon, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Abdelghani Elbir. Si on peut lui donner la parole. Abdelghani? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui. Donc, un grand remerciement à vous, à tous les organisateurs de ce webinaire sur le crowdfunding. Un grand remerciement à l'encadrement de Madame Touhami. Ma première question est adressée à Madame
Fouaki Sarah, la représentante de Banque le Maghrib. On sait, madame, que la réglementation du crowdfunding est en cours de finalisation. Ma question concerne l'idée de rapprochement entre le financement collaboratif et la finance participative. Y a-t-il pas l'idée dans les projets de réglementation, notamment la liaison entre les campagnes de dons et le fonds de zakat? Et c'est une occasion pour renforcer l'écosystème financier et en effet faire appel à une foule de financements, comme elle a évoqué Madame Touhami. Et ici, c'est une foule très importante, celle qui ne traite pas avec les banques classiques ou les banques traditionnelles. Et c'est aussi l'occasion pour augmenter le taux de bancarisation. Donc, y a-t-il pas dans cette réglementation une tendance vers un rapprochement crowdfunding et finance participative? Ma deuxième question c'est pour professeur Touhami, concernant le rôle du crowdfunding dans l'expansion des entreprises. Vous avez évoqué dans votre intervention qu'il y a que ce mode de financement est une alternative, surtout pour financer l'entrepreneuriat, pour remplacer les modes de microcrédit, les startups. Ma question, est-ce que ce mode de financement ne pourra pas contribuer à l'expansion des PME? On sait que une grande partie des PME n'arrive pas à continuer de se développer et de faire la transition vers les grandes entreprises. Donc, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour faire une inclusion, comme vous avez évoqué, mais dans le sens de faire le passage des PME vers des grandes entreprises et financer en effet la croissance économique? Merci à vous. Donc, par rapport à la question posée, notamment l'éventuelle connexion entre la finance participative et le crowdfunding. Donc, pour le moment, la réglementation ne prévoit pas cette connexion. Par contre, je tiens quand même à signaler et à mentionner que la réglementation, quand elle a été mise en place et réfléchie par les différentes parties prenantes, à savoir le MEFRA et les autres régulateurs, donc elle avait pour objectif de mettre en place un cadre de régulation qui soit le plus flexible et le moins contraignant pour permettre à ce mécanisme en fait déjà de prendre place et d'évoluer, quoi. Donc, cette réglementation, pour le moment, ne prévoit pas cette connexion. Elle est là pour un peu définir et pour orienter les différentes parties prenantes, pour permettre à ce mécanisme de se positionner dans le marché du financement, au même titre que le secteur bancaire, un de ces jours, pourquoi pas. Par ailleurs, donc, depuis les échanges qu'on avait menés en étroite collaboration avec l'AMMC et le MEFRA, donc, comme j'ai déjà dit, donc, ces textes seront amenés à évoluer en fonction de la réaction du marché et du retour et aussi de l'appétit du marché par rapport à ce mécanisme de financement. Donc, mais cette réglementation se veut dans un premier temps flexible et moins contraignante pour encourager ce mode de financement et permettre son essor. Je peux prendre la parole? Oui, bien sûr, allez-y. D'accord, juste pour répondre à la question que Sieb Lani vient de me poser, est-ce que le crowdfunding pourra être une source de financement pour les PME? Je pourrais dire que oui, quand même, parce qu'on la considère comme étant une nouvelle voie de financement des PME. Alors, ça nous permet déjà le fait de mobiliser un capital social qui reste l'enjeu principal des porteurs de projets. Et c'est un moyen idéal qui permet aux entrepreneurs en quête d'un financement d'acquérir les ressources nécessaires via ce processus de financement.
Alors, je pourrais prendre certains exemples. Par exemple, si je prendrais le côté des réseaux sociaux, surtout les entreprises Facebook ou Twitter, alors, ce sont on va dire des entreprises qui constituent quand même un outil très important qui permet aussi de communiquer les types de projets qui font les projets et quelles sortes de projets en faisant appel au crowdfunding. Mais également, ils permettent aussi d'attirer d'éventuels investisseurs. Donc, je pense que il faut qu'il y ait ce lien étroit pour pouvoir déjà réussir cette campagne de crowdfunding sur le fait de garder un lien étroit entre la portée du projet, sa nature, sa capacité à gérer, on va dire, des communautés en ligne pour pouvoir faire accroître surtout l'écho sur le projet et en fin de compte finaliser son financement. Bien évidemment, c'est aussi, ça nous permet déjà, vous avez parlé des PME. Alors là, on a besoin dans la majorité des cas de sommes, on va dire, très, très limitées, plus ou moins, c'est-à-dire c'est une microfinance quand même. C'est-à-dire ça ne nécessite pas de fonds dans certains cas énormes. Alors je pense que quand même, ça permet de mobiliser un ensemble de capitaux, plutôt de capital, à la fois online ou offline aussi, pourquoi pas. Donc, je pourrais dire que oui, il est considéré comme étant une issue nouvelle qui permet aussi d'avoir le financement qui, dans beaucoup de cas, est échoué dans le cas classique. Et lorsque je parle de financement classique, c'est-à-dire là, je me fais référence au financement bancaire. Parce que quand même, c'est vrai qu'à travers même les programmes qui ont été mis sur place, certes, on a vu une évolution dans le temps. Pour à chaque fois un nouveau programme, il essaie à remédier aux problèmes qui ont été développés dans l'ancien, ça c'est sûr. Mais aussi, surtout, on est face à la digitalisation. On est face à tout ce qui est web. Alors, on est arrivé à 4.0. Donc là, il faut en profiter au maximum pour pouvoir aussi mettre à la disposition des porteurs de projets aussi une nouvelle source capable de leur faire, on va dire, ou tirer bénéfice en termes aussi d'investissement, de sources d'investissement. Merci beaucoup, Madame Touhami. Je pense qu'on a un peu fait le tour de la question. Peut-être Kalima Akhira, comme on dit, un mot de clôture. Si vous souhaitez, chacun des intervenants souhaite prendre la parole pour un mot de clôture et voilà. Je pense que je vais parler. Alors moi, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui assistaient à ce webinaire. Donc moi, en tant qu'entrepreneuse, j'ai juste une envie, et j'ai juste envie de vous dire en fait si vous avez une idée, si vous avez un projet, honnêtement, lancez-vous. Euh, Même si c'est à côté de vos travails, à côté de vos études, lancez-vous parce que c'est une expérience super enrichissante. Vous allez beaucoup apprendre. Au départ, bien sûr, vous allez peut-être pas trouver les financements, mais il faut pas se prendre la tête avec ça. Il faut vraiment, en fait, au final, le plus important dans votre carrière d'entrepreneur, si vous vous lancez, ça va pas forcément être le résultat, même si c'est très bien. Ça va vraiment être le parcours. Et c'est ce parcours, en fait, qui va vous en apprendre plus. Et c'est ce parcours qui va vous rendre plus encore plus en fait compétent pour un jour peut-être créer une entreprise qui sera au top. Mais voilà, n'hésitez pas et lancez-vous si si vous vous sentez de le faire. Courage. Si vous permettez, alors je tiens à remercier les éminents intervenants et intervenantes. Alors, on espère que ceci va se répéter, mais en présentiel la prochaine fois, Inch'Allah. Alors, le conseil que Madame Wafa vient de donner aux étudiants, entre autres, sont des doctorants, des étudiants en master et en licence aussi. Alors, ils sont intéressés, ils s'accrochent. C'est vrai qu'il faut toujours croire en son rêve pour se lancer.
ce que normalement, je parle de l'université, alors ce n'est plus seulement l'enseignement qui prime, mais aussi de faire en sorte de montrer aussi des pistes réelles dans on va dire, dans le concret pour pouvoir les aider à les faire pousser pour pouvoir concrétiser, on va dire, leurs projets ou leurs rêves. Ça fait énormément plaisir de vous connaître, d'accord? Et j'espère vous revoir pour bientôt, Inch'Allah. C'était hyper intéressant. Merci pour l'organisation et merci beaucoup pour la présence. Et à très bientôt, Inch'Allah. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour ce webinaire. On vous écoute, Sarah. Alors, je vous remercie en fait pour l'organisation et j'étais très ravie en fait de faire partie de ce panel et d'échanger avec des intervenants et d'aussi pertinentes interventions, d'aussi pertinents échanges. Et en gros, je dirais que ce mode de financement aura de beaux jours devant lui. Donc, et la réglementation en général est là pour accompagner l'essor de ce mécanisme et aussi pour l'accompagner et pour permettre en fait une meilleure protection des contributeurs et des porteurs de projets des différentes parties prenantes. Voilà. Merci beaucoup, Sarah. Eric, peut-être un dernier mot? Tout d'abord, merci encore à toutes et à tous. C'était une très belle discussion, une discussion très riche. Pour tout le monde qui nous écoute, n'attendez pas. Donc, on n'a pas besoin d'attendre les circulaires ou le lancement de nouvelles plateformes. Il y a des plateformes qui existent déjà sur le marché marocain. Il y a des plateformes qui existent partout dans le monde. Maintenant, avec du mobile money et des dotations touristiques, vous pouvez directement ou indirectement accéder à un moyen de paiement qui vous permet de contribuer à une campagne. Même 10 dirhams, 50 dirhams, 100 dirhams, ça fait la différence et ça contribue à une dynamique. Donc, allez contribuer tout de suite, trouvez une campagne qui vous plaît et donnez ce que vous pouvez. Contribuez ce que vous pouvez parce que cette dynamique de crowdfunding fonctionne uniquement avec tout un univers de backers. Donc, commencez en attendant de lancer vos projets à contribuer au projet des autres. Comprenez comment ça fonctionne, suivez des campagnes, comprenez la dynamique et puis le temps viendra où certains d'entre vous pourront justement lancer vos campagnes. Et on serait heureux de vous accompagner. De ma part, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Regardez la page de ma société si vous voulez plus savoir sur le sujet. On est toujours ouvert à discuter et à répondre aux questions. Merci encore. Merci beaucoup, Eric. De ma part, je dirais aussi, dans cette dynamique-là, c'est parlez-en autour de vous pour convertir tous les particuliers, pour les convertir en contributeurs. Et voilà, comme ça, on arrivera à sensibiliser le maximum de personnes et peut-être pousser vers le haut le crowdfunding au Maroc. Je donne la parole aussi à M. Adil Azmi, qui nous a invités à ce beau panel. Merci beaucoup, Madame Khadija Alhadi. Ce fait un plaisir. C'est moi qui vous remercie. Donc, ce fait un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour vos apports. Ça a permis de clarifier beaucoup de questions qui sont posées par les entrepreneurs, par les étudiants, par les chercheurs. Donc, je vous remercie infiniment pour votre temps, pour votre apport. Madame Fouafi Salam, Monsieur Eric Asmal, Madame Wafa Qadchi, Madame Fatima Touhami, Madame Khadija Nahdi, Madame Nadia Zdou. Je vous remercie infiniment pour le temps consacré, pour l'apport à ce webinaire. Vous avez clarifié pas mal de choses. C'est vrai, il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre parce qu'on doit attendre le texte d'application, mais ça a permis, bien sûr, de bien cerner la thématique, de comprendre le mécanisme de fonctionnement des crowdfunding.
qui est un mécanisme, je dirais, qui est déjà ancré dans nos habitudes sans le savoir. Donc, déjà dans la culture marocaine, on a la culture des dates, ou la daïra, qui permet de financer pas mal de projets donc, de la vie quotidienne de nos familles. Et donc, le crowdfunding, ça permettra de formaliser cette pratique. Et l'écosystème régional de Bni Mellach Khnifra, avec tous les partenaires, que ce soit l'université, les organismes d'appui, les chambres professionnelles, le centre de d'investissement, feront de leur mieux pour donc accompagner ce mécanisme de financement et permettre l'accès du maximum d'entrepreneurs à ce mécanisme. Donc, encore une fois, je vous remercie infiniment pour votre apport et votre contribution. Et donc, au plaisir de vous revoir encore une fois, Inch'Allah, en présentiel cette fois-ci, Inch'Allah. Inch'Allah, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci aux participants. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.